L'histoire se répète. Elle se propage. Elle est arrivée en Brenne. Dans les 10 ans à venir, la Brenne, il y en aura partout. Ainsi, le territoire se divise en deux mondes. Il y a le visible d'un côté et l'imprévisible de l'autre. À mon avis, c'est vraiment la fin de la pisciculture si ça peut se développer largement sur la Brenne, quoi. À l'abri des regards. Un animal introduit par l'homme et qu'on détermine comme une espèce exotique envahissante. Le vendredi 13 juillet 2007, l'écrevisse rouge de Louisiane a été repérée en Brenne. Ainsi, l'histoire s'écrit. Partout où le crustacé s'est implanté, l'histoire a été la même. Alors comment pourrait-elle être différente ici, en Brenne, le pays aux 1000 étangs et aux 2 facettes? D'un côté, je vois un territoire unique, une zone humide reconnue pour son intérêt biologique et une activité traditionnelle, la pisciculture. De l'autre, je sais que le lieu est idéal pour l'écrevisse rouge de Louisiane, consommant alors la végétation aquatique, des insectes aquatiques, des mollusques, des têtards, des alevins de poissons, de jeunes cistudes, des tritons, du plancton animal, des pontes de poissons, des algues, des sangsues, de la vase, des poussins, des œufs, des écrevisses. Donc on a des zones mortes. L'écrevisse s'installe, se développe, puis devient invasive, perturbant alors toute la biodiversité du milieu touché. La végétation aquatique peut alors complètement disparaître, provoquant une diminution des populations d'oiseaux d'eau et de 3/4 des canards. Alors que dire de la chasse, du tourisme vert et de la pisciculture, pratiquée ici en Brenne? Si la Pocombarus clarkii arrive maintenant et si les propriétaires ne font rien et s'il n'y a rien de fait, c'est la fin de la pisciculture en Brenne. Il faut être clair, précis, net et précis, c'est-à-dire c'est terminé. La pisciculture, seule activité qui permette d'entretenir les étangs et de donner à la Brenne le paysage qu'on lui connaît. L'écrevisse consomme des alevins de poissons, et si la pisciculture en souffre, c'est tout le paysage qui est en danger. Plus de 4000 étangs et autant d'inquiétudes à avoir pour les activités et pour le territoire. Je suis parti à la rencontre de ceux qui ont connu le phénomène, afin de comprendre comment là-bas, l'homme a pu se faire duper par l'animal. Au début, elles sont arrivées sournoisement. Il y en avait quelques-unes, personne s'en est inquiété. Et puis, une année, conditions favorables, explosion. Et là, plus rien. En l'espace d'un an, tritons, grenouilles, toute l'entomofaune, ditiques, libellules, tout a disparu. Il y avait de tout dans ce marais. Il suffisait de prendre une passoire, passer dans l'eau comme ça. On avait pour demi-journée identifié ce qu'on avait dedans. Eh bien, en l'espace de quelques mois, tout ça, ça avait disparu. Et il n'y a... Ah, il n'y a pas qu'à cet endroit-là. Et on peut continuer sur toute la surface du marais comme ça. Si tu ramasses rien, c'est qu'il n'y a plus rien. On a un poisson, c'est du gambusique. Voilà. Donc espèce introduite aussi. Voilà, c'est fini. C'est une terre brûlée.
il n'y a plus rien. Théoriquement, on devrait avoir de la larve de libellule, on devrait avoir des gastéropodes, un autre gambusie. On n'a rien. Voilà, si, on a des débris d'écrevisses, mais c'est tout ce qu'on a. Voilà, c'est vide. Et ça, c'est dû Uniquement à l'écrevisse. Uniquement. J'ai quasiment pas mis les pieds dans le marais pendant une paire d'années, suite à l'apparition des crevisses. Parce que j'étais bouleversé, quoi. J'étais complètement traumatisé. Parce que je ne voyais plus que ça, et plus rien d'autre. Alors on voit l'eau en permanence, des petites bulles qui remontent dessus. On sait qu'elles sont, même si on ne les voit pas, elles sont dessous. Tu as la saison ici, à l'époque de la reproduction des grenouilles vertes. Ici, il y a 15 ans, c'était un concert absolu. Moi, la dernière fois que j'ai fait une écoute, j'en ai entendu 2. Et comme tu dis, on n'a que les yeux pour pleurer, quoi. C'est-à-dire, on voit ce qu'il y avait avant, et on voit ce qu'il y a maintenant, et on se dit, bah voilà, dans un sens, c'est un peu terminé, quoi. Et elle était là, incontestablement, elle était là. Et pendant une paire d'années, certainement, elle a été présente sans que personne, au fond, ne s'en aperçoive. Et puis tout d'un coup, paf. Et là, catastrophe. L'alien. C'est complètement insidieux, voilà. C'est insidieux, et ça fait pas de bruit. Attends, tu vois un perroquet dans la nature, ou un boa, ou... Ah bah tiens, eh ben, il a rien à faire là, tu le vois, tu le sais. L'écrevisse, c'est sous l'eau. Et tu ne vois rien. Et quand tu le vois, c'est trop tard. En Brenne, 2 foyers d'introduction ont été repérés pendant l'été 2007. Mais depuis combien de temps a-t-elle échappé au regard de l'homme ? Le début de l'histoire est toujours le même. 2 mondes se distinguent. D'un côté, l'homme ne voit rien. De l'autre, le crustacé se reproduit, se familiarise avec son nouvel environnement, discrètement, sournoisement. Reste à se questionner pour les prochaines lignes. Soit l'homme s'en remet à l'animal, soit l'homme recherche l'animal. J'en prends de plus en plus en ce moment. L'écrevisse de Louisiane en Brenne, elle est là depuis quelques années, c'est sûr. Vu la dispersion qu'on peut avoir sur le secteur de Rosnay, ça s'est pas fait en 1 an ou 2 ans, quoi. C'est peut-être déjà au moins 3 ans. Puis peut-être plus, quoi. On essaie de commencer la régulation, quoi, sur les sites clés. Là, on est à 600 mètres de la réserve, un petit peu moins à pattes d'écrevisse. Donc, faut faire attention quand même à ce que ça aille pas trop loin, quoi. Donc on a 25 nasses sur l'étang et on essaie d'en capturer le maximum. Là, on a une écrevisse américaine qui en plus porte des œufs. C'est pas la même espèce qu'on avait tout à l'heure, on avait presque que des écrevisses de Louisiane. Un des critères les plus fiables, c'est l'orientation en fait, des parties supérieures du crâne, où c'est plus ou moins parallèle sur l'écrevisse américaine et c'est beaucoup plus pointu sur l'écrevisse de Louisiane. Ne peut-on pas espérer que l'écrevisse rouge de Louisiane connaisse ici un développement limité, comme cela s'est produit avec sa cousine l'écrevisse américaine ? Car la Brenne a ses particularités. Et l'homme en tire des hypothèses. La gestion traditionnelle de la Brenne, c'est-à-dire la pisciculture avec la pêche régulière des étangs tous les ans, etc., la mise en assec des étangs. On n'a pas une dispersion totale de l'écrevisse américaine sur toute la Brenne. Quand on pêche les étangs, les écrevisses suivent la nappe d'eau et se retrouvent dans la pêcherie en même temps que les poissons le jour de la pêche. Enfin, on s'en aperçoit pour les écrevisses américaines. Donc quand on pêche au filet, si on a un filet à petite maille, on récupère la plupart des écrevisses qui sont dans l'étang. Enfin, la plupart des écrevisses qui sont actives, parce qu'il y en a certainement qui restent dans la digue, dans le pierret, etc. Et on pourrait éventuellement espérer que ça soit peut-être le cas pour l'écrevisse de Louisiane, même si on voit sur les secteurs, les premiers secteurs, que la dispersion elle est déjà bien plus importante que ce qu'a pu l'être l'écrevisse américaine. Donc, Donc elle fait des terriers. Ça peut faire jusqu'à 1,50 m de profondeur dans les berges. Donc déjà, souvent, écroulement des berges. Et elles peuvent rester dedans à 4 ou 5, et elles peuvent se reproduire dans le terrier. Ce qui fait que dans une période sèche, qui peut durer 2 ans,
Elle tient. Elle est au frais, là, elles sont toutes dans les terriers. On peut passer l'hiver, il n'y a aucun souci. Donc ce qui fait pour la gestion après que cette espèce, c'est très compliqué, c'est-à-dire c'est pas uniquement des vidanges d'étangs. C'est aussi gérer tous les terriers, etc., etc. Le système des terriers, c'est quand même un système de résistance face à l'agression du milieu qui est phénoménal, quoi. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas tourner tout ça, tu vas gérer, Non, tu peux pas. Et ça, c'est partout, sur tout le linéaire, mais partout, sur tous les fossés, sur tous les lacs d'automne, partout. Et tu recommences. Voilà. Ici, mais l'inventaire, il est très vite fait, hein. Alors, on a du poisson. On a encore quelques brochets, on a des carpes, on a des choses comme ça. Et on a les gros spécimens qui se reproduisent. On n'a pas d'alevin, quoi. Plus loin, sur le marais de l'Avergne, dans le Blayais, c'était de la pêche électrique. Là, ça va parler aux pisciculteurs. Pour aleviner, en alevin de brochet, c'était une grosse zone de reproduction du brochet. Voilà. Ils ont arrêté, quoi. Il n'y a plus d'alevin, quoi. C'est bouffé. Depuis l'année dernière, le parc a tiré la sonnette d'alarme sur l'écrevisse de Louisiane. Effectivement, on n'avait jamais fait attention. Et il y a eu des piégeages, ils en ont trouvé. Donc ils ont mis en garde tous les pisciculteurs pour la saison dernière. Et on a trouvé même pas un seau d'écrevisse dans toute la saison, donc c'est négligeable. Pour nous, c'est pas catastrophique. Je pense que ça peut être dangereux dans des étangs qui ne sont pas exploités, puisqu'elle va coloniser, elle va bien se reproduire. Dans les étangs qui sont exploités, je pense pas que ce soit très dangereux, puisque l'écrevisse a quand même des prédateurs. Au moment de la mue, la carpe la mange, les carnassiers, donc elle ne se développera jamais. Mais il est vrai quand même qu'on a vu des petites écrevisses, donc elle se reproduit. L'écrevisse, ça a du prédateur. C'est-à-dire tout ce qui est héron, cendré, pourpré, aigrette, milan noir, la cigogne, loutre, vison, etc., etc. Bon, putois, il y a du prédateur. Par contre, elle compense cette grosse prédation par une vitesse de reproduction qui est sidérante, quoi. Et ça ne l'empêche pas, même avec la dose de prédateur qu'elle a, de se reproduire et de coloniser. Donc le prédateur ne joue pas. Et puis, il y a ce constat. Les jeunes écrevisses peuvent se fixer sur les poissons, quand ceux-ci sont en forte densité. Les échanges de poissons pratiqués en Brenne entre les étangs offriraient alors un moyen supplémentaire de colonisation pour l'écrevisse. La Brenne nous joue de mauvais tours. En Brenne, ça va être ça. Voilà. En étang, ça va être ça. C'est-à-dire tout ce que tu peux voir maintenant, prenez bien des photos, faites des inventaires, etc. Vous allez les perdre. S'il ne se passe rien. C'est-à-dire, on s'en fout, on fera plus de la pisciculture, on fera de l'écrevisse. Ouais, mais la valeur marchande de l'écrevisse, c'est pas celle de la pisciculture. L'écrevisse, elle n'a aucun problème pour se déplacer sur le milieu terrestre. On distingue un tout petit peu la roselière. C'est évident que le déplacement, il va se faire, quoi. La Brenne, c'est couverture d'étang, donc elle va coloniser. Et en plus, on lui procure la ressource alimentaire. Elle a tout ce qu'il faut. Donc voilà. Donc, non, ça va être ça. Plus le reste, plus la Jussie, plus le reste. La Brenne ne fait pas l'exception. Elle est une zone humide remarquable, certes, mais comme les autres, avec ses inquiétudes, ses activités intensives et ses espèces invasives. Elle ne peut compter que sur ses habitants pour espérer connaître une autre histoire.
Les espèces exotiques envahissantes sont la seconde cause de perte de biodiversité sur la planète. Après l'homme, bien sûr. En Brenne, depuis 2006, des actions d'arrachage manuel sur la Jussie sont menées. Cette plante aquatique étouffe les étangs, ne laissant alors apparaître que l'hypocrisie de sa dominance. Car la Jussie est belle comme un soleil. Malgré les interventions de l'homme, la plante continue sa prolifération, colonisant d'autres étangs voisins. Elle me rappelle qu'ici tous les étangs sont liés entre eux, chacun recevant l'eau du voisin, et éventuellement la Jussie. Pour combattre le fléau, la prise de conscience doit être collective, et les hommes à l'image de leur étang, solidaires et réactifs. Il en sera de même pour combattre l'écrevisse. Ici, en Aquitaine et dans d'autres régions, c'est-à-dire Marais Poitevin, Bruyères, etc., éradiquer, c'est pas possible. On aura toujours de l'écrevisse. Alors ça, c'est sur les zones où elle est très présente. Après, sur les zones où elle est en phase de colonisation, type la Brenne, alors là, il faut y aller. Il faut y aller. Il faut enlever le plus possible pour essayer de ralentir autant que faire se peut la colonisation du milieu. C'est un piégeage d'ampleur. Le piégeage, comme tu dis, par-ci, par-là, ça suffit pas. Il y en a une autre, là. Étudier l'animal pour mieux le comprendre. Repérer les infections pour mieux les combattre. Piéger le crustacé pour espérer le maîtriser. Les hommes devront s'entendre, se répondre et agir ensemble. Chacun doit jouer un rôle. 2 scénarios restent alors possibles. Soit l'homme écrit l'histoire, soit il la subit. Le visible d'un côté ou l'imprévisible de l'autre. C'est lui qui pourra peut-être faire de l'histoire de Brenne une première en France. C'est un principe extrêmement simple en fait, là, la pêche électrique. On a un groupe électrogène qui produit un courant assez spécifique, une anode en fin de pêche. S'il y a des poissons qui sont sur un diamètre d'1 mètre environ, ils vont être attirés. À ce moment-là, on les attrape avec les puisettes. Donc ici, l'objectif, c'était un petit peu la connaissance du ruisseau. C'est un ruisseau qu'on n'a jamais pêché, qui draine la moitié des étangs de Brenne. Et puis aussi, comme il y a la présence d'une nouvelle espèce, l'écrevisse clarky, une espèce envahissante, dans les étangs, c'était voir si elle commence à être présente également dans ce ruisseau. Elle n'est pas spécialement rouge, hein. On a l'impression des fois qu'elle, tu vois. Et elle est bien vivante. Des gardons là, donc du gardon et des perches-soleil. Bon, elle apparaît ici, on voit qu'environ, en moyenne, tous les 10 mètres, il y a une écrevisse. On peut se rassurer en se disant que c'est une petite population, mais on peut aussi fortement s'inquiéter sur son devenir quand on connaît son pouvoir de développement, de propagation, de reproduction. L'inquiétude, c'est la perte de biodiversité végétale, tout ce qui est larves d'insectes, les batraciens. Secondairement, ensuite, c'est toute la chaîne trophique, après, les canards, les reptiles, et puis indirectement, donc, je dirais la gestion humaine, depuis la chasse, qui peut avoir un impact si la diminution de canards diminue, jusqu'à l'intérêt purement scientifique, naturaliste, tout le tourisme derrière qui peut être touché. Donc monsieur, on venait surtout pour ça. Oui. Donc là c'est un stade 0, on en a 5, mais on en a vu une bonne dizaine. En fait, elles vont utiliser les ruisseaux pour passer d'un étang à l'autre. Et puis après, elles se développeront dans les étangs. Un 3e foyer est repéré à Mézières-en-Brenne. Sinon, c'est ça, cette fameuse bête qui mange beaucoup de... un peu tout, qui détruit. Ah oui, elle est omnivore, ouais. Ouais, c'est clair qu'elle... Qui n'est pas encore très présente chez nous, heureusement. Bah heureusement, oui, mais enfin ça... Mais il y en avait quelques-uns à la mer Rouge, à la pêche. Oui, non, mais c'est pas surprenant. Il y avait des grosses à la mer Rouge. Au moment, ce sont des petits foyers, alors on peut encore lutter contre... Se serrer les coudes, quoi. Ouais. On en est au début. Donc les propriétaires ou les exploitants piscicoles ne voient pas encore forcément l'impact sur la biodiversité et ne se projettent pas forcément dans les 10 prochaines années. Parallèlement à ce qui a été fait en Bruyères, où maintenant il y a un tel recul qu'on se dit si on ne fait rien, c'est clair que dans 10 ou 15 ans, on aura globalement le même impact sur la biodiversité. Étang ou pas étang, marais ou pas marais, l'écrevisse va se développer et va forcément conquérir l'espace. C'est évident.
Il y a ce que l'homme voit et ce qu'il peut prévoir. Les crevisses se multiplient, sans laisser véritablement de signes extérieurs. Mais quand les impacts seront visibles, il sera trop tard. La question ultime se porte alors sur l'homme. Saura-t-il réagir à temps? Alors moi, ne sachant plus trop quoi penser de cette histoire et comment l'écrire, je me perds, je divague, observant le vivant que nous offre encore la Brenne. Et pendant ce temps-là, 2 nouveaux foyers ont été découverts. Un sur Nurel-Ferron et l'autre à Lignac. Et puis des têtards à cette époque-là, c'est normal? Putain, mais regarde le nombre de larves de libellules, quoi. Non, une petite tanche. C'est fou. J'ai attrapé une tanche. Ah, il y en a encore une. Le terme nettoyage n'est pas un terme inapproprié. Tu assistes au pic, blam, nettoyage, et après ça se résorbe. Et y compris dans la biodiversité, y compris la faune piscicole. On voit qu'il n'y a pas de mort, on voit qu'elle nage bien. Comment veux-tu mettre des alevins, de l'alvinage dans des étangs si tu as à l'intérieur de l'étang quelque chose qui va te consommer en un temps record tout ce que tu mets en alevin? Et l'idée du pic, c'est une idée intéressante parce que c'est avant, on se dit c'est trop tôt, et après, on se dit c'est trop tard. Voilà. Ça va très vite. Ok. Combien de temps reste-t-il à la Brenne avant que l'histoire s'échappe? Il faut réagir vite. Si l'homme a la volonté d'écrire sa propre histoire, le temps lui est compté. Aujourd'hui, la Brenne s'exporte en Brière pour sensibiliser élus, gestionnaires et techniciens. Donc voilà une vue aérienne de la Grande Brière Motière, en fait, qui est, je dirais, la partie la plus humide des marais. Et on y rencontrait globalement 38 espèces aquatiques. Actuellement, ben voilà, c'est à peu près le même plan d'eau et on a cette vue-là. Ici, c'est la même histoire, même impact, même scénario et même ressenti. L'écrevisse de Louisiane, c'est vraiment un chaos, c'est vraiment un bouleversement d'une dizaine d'années. C'est clair que c'est des transformations hyper rapides. Et que humainement, c'est difficile à accepter, quoi. Elle est apparue officiellement l'année dernière, donc on en est, on va dire, la Brière il y a 20 ans à ce moment-là. Alors ce sont aussi des étangs, c'est pas non plus des zones un petit peu comme celle de la Brière, avec des pêches qui sont faites tous les ans. On est effectivement dans des milieux différents. C'est pour ça que je tenais à vous montrer aussi des résultats étrangers, et on retrouve toujours un petit peu les mêmes impacts. Donc c'est vrai qu'il faudrait pas se dire qu'on est différent et ça ne nous arrivera pas. C'est assez compliqué. Moi, je considère qu'ici, on est pas loin de la catastrophe écologique, quoi, quand même, à la vitesse où ça se développe. Moi, je dis attention, attention, après, au niveau de toute l'exploitation. Parce que quand je vous entendais dire tout à l'heure, on en a vu un petit peu, ça y est, ça commence à apparaître. Chez nous aussi, ça commençait à apparaître. Et maintenant, attention, moi, je tire la sonnette d'alarme. Comment veux-tu que les gens s'en rendent compte de ce que c'est? Ils ne peuvent pas savoir. Ils ne peuvent pas s'en rendre compte. Ils ne peuvent pas. L'impact, à mon avis, est tellement important qu'ils ne peuvent pas l'imaginer. Et quand tu expliques et quand tu dis que le milieu, quand il va y avoir le pic, ça va se passer très très vite et qu'il n'y va plus rien rester, mais tu fais office de fantoche, d'oiseau de mauvais augure, de machin, c'est irréalisable.
Alors que reste-t-il à faire? Attendre? Comprendre? Écrire? Subir? L'homme était Brennou de cœur. Pince-moi là. Et alors que je réfléchissais aux différents scénarios possibles, lui s'était emparé d'une partie de l'histoire. Jamais j'ai fait ça de ma vie. Hein. Je me suis mis l'an dernier. On en prenait dans le temps avec des fagots de pine ou des fagots de javel de vigne. Il n'avait pas attendu les mises en garde pour comprendre le phénomène. Voilà maintenant 2 étés que M. Cholet piège l'écrevisse sur ses étangs. Ça m'occupe à mon âge. On a essayé toute espèce d'engin, de poisson, et on en prend dans tout. Oh, bah, ça rentre dans travers les mailles. Ça mange de tout. Là, c'est du foie de bœuf qu'il y a là. Des trucs de poulet. Il y a eu l'invasion l'an dernier par rapport que le canal était à sec. Et puis après, on avait laissé l'autre étang à sec. Fait que ça s'était tout réfugié là. C'est là qu'on a dit, bon, il y a quand même un problème, un gros problème. C'est là que j'ai commencé à piéger. Là, j'ai été en prendre 50 tout le temps. Alors, ça diminue sérieusement. Ça diminue, hein. C'est comme tout dans le gibier. Même qu'il y a beaucoup de gibier dans la nature, ben, quand tu vas en prélever, hein, ça diminue. Et puis là, c'est pareil. Hein. Que je vois quand c'est on pêchera, ben, il n'y en aura pas tant que ça. Hein. L'an dernier, c'est ce qui est arrivé. Le plus que j'ai été, c'est presque 200 par jour. Une fois, j'en avais ramassé 300, plus de 300. Pince-moi pas, toi. C'est d'en prendre le plus possible. C'est la seule solution. Hein. À toi maintenant. Monsieur Cholet a aussi accepté la présence de Vincent sur ses étangs. Son objectif au parc est de trouver un piège spécifique efficace, ne prenant que des écrevisses, et en grand nombre. Voilà, le premier piège que j'avais fait, c'était celui-là. Donc les écrevisses montent par là, ça c'est pas un problème. Et la question de savoir, c'était est-ce qu'elles faisaient le tour pour rentrer dedans. Donc ça permettait d'être sélectif. Et bon, sans piéger 2, 3, 4 maximum. C'est vraiment en dessous de nos attentes. Pour ça, on a voulu passer à autre chose. J'ai bénéficié des conseils de Monsieur Cholet et de ce qu'il avait déjà fait. Oui, j'ai vu les choses en grand, mais un peu grand. Oui, mais enfin ça donne... Mais ça marche. Hier matin, t'en avais 12. Hier matin, j'en avais 12. C'est ma plus grosse prise. Ouais. Là, à la fin de mon travail, ce qu'on a trouvé de mieux, c'est ce système-là, mais aussi celui qui est là-bas. C'est la même chose avec une grille, mais à maille plus large. C'est du 80 que t'as là, ça devrait. Oui. 70, 80, c'est bon les entrées. Hein. Quand c'est que ça avait fait de l'orage, bon, ben de là, elle t'est déjà rendue là-bas derrière les arbres, là-bas. Qui remontait un cours d'eau, enfin un fossé qui arrive des champs, ben, elle t'est remontée dedans. Là, dans le maïs, il y en avait partout. Parce que je sais pas ce qu'elle peut faire de kilomètres, mais ça va drouille loin. Hein. Dans les 10 ans à venir, la Brenne, il y en aura partout. Oui, mais... Il y en aura partout. Oui. Oh, ben, il y aura certainement un impact sur la pisciculture. Hein. Ben, le fils, il est en train d'essayer. Là, on met beaucoup de carnassiers. Ça peut réduire. Ouais, ça peut réduire. C'est une histoire en cours. Un territoire à sauvegarder. Alors peut-être qu'un jour, ici aussi, les hommes me diront « C'est terminé, on ne peut plus rien faire ». Mais on ne pourra pas se dire qu'on ne le savait pas.